Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le 1er mars 2022, le ministre du Commerce, après une opération de contrôle de la disponibilité, de la stabilité des prix des denrées dans les marchés de Yaoundé, laissait entendre que le prix de la baguette de pain de 200 grammes, tout comme le sac de farine de 50 kg, pourrait connaître une augmentation. Luc Baga Atangana s'exprimait ainsi 6 jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Un conflit qui impacte directement sur plusieurs économies à travers la planète, dont celle du Cameroun. La Russie et l'Ukraine, c'est au total 29% de l'exportation du blé mondial. Le pays de Vladimir Poutine reste le principal fournisseur au Cameroun. En raison de ce conflit qui oppose ces deux plus grands producteurs dans le monde, les exportations restent suspendues. Depuis le 15 mars 2022, au terme d'une tripartite, ministère du Commerce, groupement des industries meunières du Cameroun et représentant de la corporation des boulangers, le ministre du Commerce a concédé à ces derniers les ajustements qu'il réclamait pour faire face à l'augmentation des coûts de production induite par la hausse des prix du blé à l'importation. Les boulangers ont donc obtenu quitus de vendre la baguette de pain de 200 grammes à 150 francs CFA. C'était donc 125 francs depuis 2008. Les meuniers devraient commercialiser le sac de farine de 50 kg à 24 000 francs CFA contre 19 000 avant. Depuis le 17 mars 2022, les Camerounais avalent malgré tout cette pilule qui aurait au moins été moins amère si la Société de développement de la culture du blé n'était pas tombée en faillite. Créé en 1975, de par la volonté du président Ahidjo, le projet n'a pas pu résister à de graves défaillances managériales et techniques. En 3 ans, nous étions passés d'une capacité de production de 150 tonnes de blé en 1976 à plus de 18 000 tonnes, rappelle un ex-employé de la Sodéblé. Une étudiante française en agronomie, ayant séjourné à Ouassandé, révèle qu'en 25 mois, près de 3 milliards de francs CFA ont été dépensés pour la réfection de la route Ngaoundéré-Ouassandé, longue de 80 km, et le financement des voyages, baptêmes, mariages, dons divers aux autorités administratives, ainsi qu'aux membres du conseil de direction. Fin de citation. Pour les cadres du ministère de l'Agriculture d'alors, la Sodéblé est l'un des projets foireux ayant coûté des centaines de milliards aux contribuables camerounais sans pouvoir rapporter le moindre franc. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinoxoir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Du prix de la baguette de pain. Il était une fois la Sodéblé. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Alphonse Aïssi Abena. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Voilà, Alphonse Aïssi Abena, je crois que vous êtes concerné, on va le dire, parce que vous défendez les consommateurs camerounais. Oui, les consommateurs. Vous êtes le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Voilà, les consommateurs, depuis quelques jours, n'ont plus de sommeil, n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce qu'on nous annonce qu'il y a une hausse du prix de la baguette de pain qui serait passée de 125 francs à 150 francs. Vous n'avez pas encore expérimenté, Je vous Alphonse? dis que c'est parce qu'il n'y a aucune décision officielle. Oui. Jusqu'à date, on n'a pas vu une décision. Mais il y a des affiches dans les boulangeries. Hein? Mais les affiches dans les boulangeries ne font pas foi. Oui. Nous disons que nous sommes légalistes. Voilà. Nous attendons du ministère du Commerce une décision et que le ministre du Commerce, Luc Baga Atangana, prenne ses responsabilités et publie un communiqué. Okay. Jusqu'à date, nous n'avons
aucune décision, aucun communiqué. Non, pour nous, c'est une augmentation qui n'est pas officielle et donc qui est hors la loi et illégale. Ok. Parce Merci. que quand vous avez parlé de la tripartite, c'était une tripartite entre les hommes d'affaires et le ministère du Commerce. Le mouvement consumériste n'a pas été invité. Ça Je veut dire comprends. décider pour On un en parle tout à consommateur. l'heure. Voilà. Sans eux, c'est décidé. Sans eux, il y a un contre eux. problème, forcément. Merci Alphonse d'être venu. En face, Dr Yu Konchu. Good evening. Good Bonsoir. evening. Bonsoir. You're welcome. Thank you. Bienvenue. Good evening, Mr. Jaleng. Yeah. And thank you for the invitation and good evening to all Equinox viewers. Voilà, à côté de vous, il est là, Maître Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs tant au Cameroun qu'à l'étranger. Et comme nous ne sommes pas envieux, nous disons aussi bonsoir à ceux qui aujourd'hui peuvent s'offrir la baguette de pain. Ils ne sont pas exclus dans mon bonsoir. Ok. Bonsoir, Dr Simon. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir au Cameroun. Voilà, Dr Simon. Joyeux anniversaire par anticipation. Hein. C'est un plaisir, rassurez-vous, chaque fois qu'on reçoit les vœux les meilleurs pour une année de plus, c'est toujours un plaisir. Donc déjà, je profite également de l'occasion peut-être pour vous inviter à partager le gâteau avec nous le jour J. Surtout que c'est demain très rapidement. C'est demain, le 24 donc, mars. À 14h Oui. au stade de Bipanda. Ok. La Ah, porte le stade. sera très grandement ouverte. Ah, ok. Vous allez inviter aussi Maître La Ali. porte est ouverte, donc c'est pareil pour tout le monde. Maître C'est Ali. un mouvement de joie, de L'invitation. réjouissance. Et je crois que pourrais pas y aller pour une raison simple. Vous avez du boulot? Non? On vous invite, vous n'allez pas? c'est pour un C'est- anniversaire. Si c'est l'anniversaire de l'UNC, d'accord. Et Ah, puisque d'accord. vous obstinez à falsifier l'histoire, mon voisin d'en face a dit qu'il est légaliste. Oui. Je le suis aussi. J'attends, puisque quand on va faire l'anniversaire à la maison du parti, que ce soit à Douala ou à Mokolo, c'est toujours dans les locaux de l'UNC. Pourquoi veut-on me prendre pour un canard en me disant qu'on fait de la naissance du RDPC alors qu'on ne fait que la transformation de l'UNC en RDPC? Ok. Et vous pensez que quelque chose a changé dans ce que vous venez de dire? Transformation de A à B. Vous croyez qu'il y a un changement? Merci. C'était juste une petite fenêtre. En tout cas, vous Bon, faites je commence attention. avec vous, Alphonse Aïchi Abenab. Vous avez commencé par dire votre mécontentement. Restons d'abord sur l'évolution. On est passé de 125, je l'ai dit, à la suite de ce qu'on connaît en 2008. La baguette est passée à 125 aujourd'hui. Du fait, comme on le dit, de la crise en Ukraine, on est passé à 150 et 24 000 pour le sac de 50 kilos. On est passé de 19 000 à 24 000. Vous vous dites que vous deviez normalement on devait vous associer, vous les consommateurs. Oui, mais on devait nous associer parce que nous avons les arguments à faire valoir. Je rappelle qu'en 2008, la baguette était normalement à 150 francs CFA, mais il y a eu exonération des droits de douane, ce qui a fait en sorte que la dizaine de meuniers, entreprises meunières de minoterie, ils se sont véritablement enrichis entre 2008 et 2020. Et maintenant, ils sont venus à la rescousse pour exiger au gouvernement d'hausser les prix, de leur permettre d'hausser les prix parce que les coûts du blé ont flambé. Nous disons que eux, ils ont profité de cela. Où est le patriotisme économique? Passons de ce côté. Maintenant, il s'agit de quoi? Quand on parle d'augmentation, ça veut dire qu'il y a diminution du pouvoir d'achat du Camerounais lambda des ménages. Est-ce que le gouvernement a pensé à la révalorisation du pouvoir d'achat des Camerounais? Depuis plus de 30 ans, c'est le même salaire des fonctionnaires. Le SMIC au Cameroun est à 36 000 francs CFA. Prenez un employé qui peut-être est dans une société de gardiennage touche 40 000 francs CFA. Quand vous voulez faire le prorata de ces charges, notamment l'alimentation doit constituer 30% de ses charges. Oui. Donc vous voyez est-ce qu'il peut vivre avec 12 000 francs CFA? Impossible. Parce que le transport doit occuper normalement moins de 20%. Mais Et le loyer? et le loyer. Mais maintenant, le transport uniquement, si cet employé lambda qu'on a pris qui gagne 45 000 dans une société de gardiennage habite à Lobessou et doit être en poste à Bonanjo, dans son lieu de travail, dans une agence peut-être bancaire,
Comment est-ce qu'il va se déplacer? Il doit prendre la moto. En aller-retour, ça va lui coûter minimum 800 francs par jour. Quand vous multipliez, vous voyez que... Le moto c'est à Bonanjo? Non, ça va peut-être le laisser au niveau de la cathédrale. Il va marcher à pied. Donc, s'il prend le taxi, il ne peut pas passer. Ça sera qu'un taxi. Oui. Ça sera minimum 1200 ou 1000 francs CFA. Donc, vous voyez que c'est invivable. Les Camerounais n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Raison pour laquelle, avant de penser à une augmentation, il faut penser à son impact socio-économique. Notamment quand on veut prendre les décisions macroéconomiques, il faut penser que le SMIC au Cameroun est de 36 000 francs CFA. Raison pour laquelle, si on a pu faire des fleurs aux industriels, qu'est-ce qu'on donne au peuple lambda, aux consommateurs, qui, je vous rappelle, broient déjà du noir? Manque d'eau, manque d'électricité, le transport dans nos grandes villes, il n'y a plus véritablement de transport en commun. Et maintenant, les salaires ne suivent pas. J'ai parlé du SMIC à 36 000. Est-ce que l'État ne pouvait pas actionner, par exemple, les honorations de la TVA? Parce que cette augmentation du prix du pain de 125 à 150 francs CFA, on pouvait absorber cela en exonérant la TVA, parce que la TVA, c'est une taxe sur la consommation, une taxe supportée directement par les consommateurs, le pauvre consommateur. Donc, s'il faut véritablement qu'on n'aille pas vers surtout les émeutes de 2008, parce que quand on parle de 2008, en 2022, véritablement, 2008 était un paradis. Le litre de carburant coûtait 450 francs CFA à la pompe. Et je rappelle que le pain, véritablement de 125, pesait 200 grammes. Mais il y a une fraude sur le pain depuis plusieurs années. On paye 125, on croit qu'on a 200 grammes en retour, mais on a 150, 160. Oui, donc ça veut dire que malgré tout, ces industriels se sont enrichis. Aujourd'hui, comme ils sont dos au mur, ils veulent continuer à sacrifier le pauvre consommateur sur l'autel de leur... Merci Alphonse. On va d'abord prendre l'avis de Dr Simon. Alphonse Aïssia Benin, qui parle ici au nom des consommateurs, il dit qu'il y a absence de patriotisme économique de la part de ces industriels-là qui ont demandé que les prix soient revus à la hausse. Oui, Serge Alain, je peux comprendre. En tant que membre des droits des consommateurs, je crois qu'il s'inscrit en droite ligne dans la thématique de la 37e journée des droits des consommateurs pour l'année 2022, je peux le comprendre. Mais au-delà de cette posture-là, en tant que droit de consommateur, je voudrais qu'on mette en avant le contexte. Parce que lorsqu'on a commencé avec la guerre d'Ukraine et Russie, je dis qu'il fallait bien s'y attendre. Du moment, nous savons que... En fait, tout le monde entier, parce que le problème ne se situe pas seulement au Cameroun, il faut que déjà qu'on le dise aux téléspectateurs. Donc, il fallait s'y attendre que le blé, ou alors tout ce qui soit fait à base de blé, prenne un coup, puisqu'il est importé, et vous l'aviez dit vous-même, ce sont les premiers producteurs. Bon, maintenant, pour mieux appréhender cette situation, moi, je voudrais qu'on parte un peu de la genèse de la Société pour le développement de la culture de ce blé. Non, on va revenir. Restons d'abord sur ces prix-là. On va revenir sur la prix, comme je l'ai dit, c'est une évidence. C'était une évidence. Et sur le fait, comme il dit Alphonse Aïssia Benin, les consommateurs n'ont pas été associés à cette Non, je ne pense pas que l'association, c'est son point de vue, c'est son droit, oui. Vu les différents éléments que j'ai soulignés à l'entame. Mais je crois qu'au-delà de ça, on aurait peut-être choisi une autre option. Oui. Moi, j'ai été habituée, alors j'ai vu à un moment ce qu'on appelait le pain combat fait à base de patates, de manioc. Oui. J'aurais peut-être... Vous pensez à des produits de substitution à la place du blé? Oui, à la place du blé. La patate. Et surtout, il faut également qu'on dise quelque chose de concret, surtout que le pain, moi je vais dire, n'est pas propre à nous, sur le plan culturel. Parce que... On peut s'en passer? Oui, on peut s'en passer de ce blé, mais je crois que nous avons des tubercules beaucoup plus nutritifs, je pense, que le blé. Okay. Donc, on pouvait adopter cette production locale-là et favoriser, n'est-ce pas, une autre forme de pain, comme ce que nous avons souvent vu dans la partie nord-ouest et sud-ouest, oui. Appelé trivialement le pain combat. Voilà, d'abord vous, Maître Ali, cette augmentation, absence de patriotisme économique, ils ont mis la pression et on a cédé. Il dit certes qu'il n'y a pas le texte, mais on a des images, lorsque vous rentrez dans certaines boulangeries, les prix sont affichés. En réalité, c'est dans toutes les boulangeries que les prix ont augmenté. Et je ne jette pas trop la pierre sur les producteurs, les industriels.
ça fait longtemps que le groupement interpatronal est en train de demander au gouvernement de leur accorder certaines facilités de voir tant au niveau de redevances fiscales, douanières et tout. Moi, je dis que c'est plutôt le gouvernement qui a refusé, comme cela se fait dans les régimes honnêtes. Lorsqu'il y a une pareille situation, le gouvernement cherche rapidement une mesure de compensation pour éviter que les produits de subsistance, les produits de première nécessité, ne suivent le cours du marché mondial. Donc, c'est la conséquence d'un régime qui gouverne au jour le jour et qui aujourd'hui se trouve désemparé par une situation qui était prévisible. Même sans l'absence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on s'attendait à ce que les prix des denrées flambent. Oui. Et le groupement interpatronal, ça fait plus de 2 ans qu'il est à couteau tiré avec le gouvernement. Parce qu'ils disent que c'est impossible, nous ne pouvons pas maintenir les prix actuels si le gouvernement ne nous donne pas un coup de main. Donc, la faute n'est pas trop aux industriels. C'est plutôt nos gouvernants qui ont refusé de prendre les mesures qu'il fallait pour nous éviter cette terrible déconvenue que nous découvrons aujourd'hui. Voilà. Docteur Nkocho, vous êtes économiste. Le conflit justifie ce qui se passe actuellement. Il fallait s'y attendre? En partie, oui. En partie? En partie, Pourquoi? oui. Si vous regardez par exemple l'inflation globale, la tonne du blé, le 14 mars de ce mois, c'était environ sur le coût global, c'était à 280 000 francs CFA, quelque chose comme ça. En fin de l'année dernière, c'était à 200 000 francs CFA. Donc entre décembre de l'année dernière et maintenant, environ 80 000 francs augmentés sur le prix de la tonne de blé. L'inflation globale peut expliquer ça. Deuxième facteur qui peut expliquer ça, c'est la forte demande, parce qu'avec Covid-19, en partie dû à Covid-19, parce qu'avec Covid-19, vous savez, beaucoup de ports ne fonctionnaient pas, beaucoup de demandes étaient mises en arrêt, et avec l'ouverture des économies maintenant, et la demande augmente et ça peut justifier la hausse des prix. Et le troisième facteur, comme vous le savez, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie est le premier fournisseur de blé du Cameroun et le Cameroun importe environ au moins 150 milliards de francs CFA par an de blé. Donc ces trois facteurs peuvent justifier ou on peut un peu s'attendre qu'en arriver là, je veux dire, à cette augmentation que nous constatons maintenant. Mais le plus important, vous savez, c'est de pouvoir anticiper aussi. C'est aussi le rôle des analystes politiques et économiques, c'est d'anticiper et de trouver des solutions. Donc, 4 solutions peuvent être envisagées. La première, c'est augmenter la concurrence ou la compétition entre les boulangers et les meuniers. Oui. Voilà, c'est très important de mentionner aussi les meuniers. Ça permettra, vous savez, la vertu de la compétition ou de la concurrence, c'est que ça joue sur la qualité. Par exemple, si au lieu d'avoir un boulanger dans le coin, on a 2, ça joue sur la qualité du pain et ça joue aussi, ça tire les prix vers le bas. C'est tout bénéfice pour le consommateur. Voilà. En plus de la compétition, de la concurrence qu'il faut augmenter, la deuxième solution peut se trouver au niveau de relancer la production locale au niveau de l'Adamawa, comme vous le savez, en partie à cause du climat. Oui. Voilà. Et aussi, on peut se concentrer à financer, l'État peut subventionner les étudiants, il ne faut jamais les oublier. Quand vous dites relancer, Dr Nkocho, la production qu'on fait redémarrer l'assaut des blés, c'est ça? Non. Ce que j'ai en tête, c'est de financer les étudiants d'agriculture, des écoles d'agriculture du Cameroun, que quand ils sortent de l'école, l'État peut les donner des subventions en forme de terrain et les banques qui sont sur liquidité peuvent les donner des financements. Parce qu'il ne faut pas négliger ces étudiants d'agriculture là, avec le potentiel, parce que la nourriture, ça nourrit un peuple. Donc, c'est à ça que je pensais. Donc, trouver un moyen entre le gouvernement et les banques afin qu'ils puissent financer ces étudiants d'agriculture, afin de relancer la production du blé local au niveau de l'Adamawa, en partie, comme je le disais, en cause du climat. Une troisième solution, ce serait par exemple pour le gouvernement, non pas seulement je comprends pourquoi un gouvernement, par exemple, contrôle le prix du pain, c'est parce que historiquement, dans certains pays, quand il y a une trop forte augmentation du pain, ça peut potentiellement attiser les révoltes populaires. Voilà. Le cas Bouazizi en Tunisie. Voilà. Par exemple, c'est pour ça que le gouvernement tend à réguler le prix du pain à la hausse. Mais le gouvernement devrait aussi considérer réguler à la baisse. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, vous avez constaté, de plus en plus, il y a les grands supermarchés. Le phénomène des supermarchés durant les dernières 10 années au Cameroun, il y a du boom. Et ça veut dire aussi qu'avec le temps, d'ici 10 ans, il y aura des très très grandes boulangeries qui risquent près de diviser les prix afin de retirer sur le marché les petits boulangers qui, eux, créent des emplois.
C'est très important de penser aux petits boulangers qui créent des emplois. Donc, réguler le prix vers la hausse, mais aussi réguler le prix vers le bas, afin de protéger ces petits boulangers-là. Si il y a des grandes boulangeries qui naissent et qui tendent à tirer vers le prix vers le bas pour les chasser du marché. Enfin, une dernière solution, par potentiel, serait tout simplement de créer des marchés de la graine. Voilà, les marchés de semences, des marchés au Cameroun où il n'y a que, on ne vend que les semences. Ça, et encore une fois de plus, ça c'est les vertus de la compétition. Ça ferait que beaucoup de producteurs de semences compétiront pour offrir des meilleures qualités de semences aux Camerounais, ou si ça tirera les prix vers le bas. Donc voilà 4 potentielles solutions qui peuvent être mises en œuvre, mais comme je le disais tantôt, cette hausse de prix peut se justifier, pas se justifier, je veux dire, pour un économiste, on anticipait ça quand vous voyez ces 3 facteurs que j'ai cités tantôt. Voilà, Fonsa ici à Bénin, les faits sont là. Vous rentrez dans une boulangerie, le prix est appliqué, mais vous dites que vous attendez le texte. Oui, qu'est-ce qu'on fait donc? Je dis les boulangers, les meuniers sont allés pour plaider leur cause, et ils ont eu, ne serait-ce... Gain de cause entre guillemets. Oui, entre guillemets. Mais maintenant, nous les consommateurs, notre cause, qui l'entend depuis des années? Qui entend que les consommateurs n'ont plus de pouvoir d'achat? Est-ce qu'on peut faire une économie sans pouvoir d'achat? Cette économie est vouée à l'échec. Les Camerounais n'ont plus de pouvoir d'achat. Augmenter tout azimut, cela va créer encore d'autres problèmes. Normalement, la crise a une véritablement insécurité alimentaire. Quand il y a insécurité alimentaire, ça entraîne la malnutrition. Le gouvernement doit encore débourser l'argent pour soigner ses enfants malades. Vous voyez qu'il faut véritablement des solutions transversales, faire asseoir sur la table plusieurs ministères pour penser à une augmentation telle que le prix du pain. Parce que si vous avez des Camerounais qui sont malnutris, ils ne seront pas productifs demain. Et il y aura par exemple des absentéismes pour l'école, les notes, les examens des enseignants qu'on paye. Ils vont aller corriger quelles notes? Des enfants qui sont malnutris, les enfants qui n'apprennent pas, il y aura des échecs. Et ça a un coût pour l'économie camerounaise, ça a un coût pour le gouvernement qui doit débourser encore de l'argent pour soigner cela, pour les faire des rattrapages scolaires, pour essayer de les rendre productifs. Et cela va faire en sorte que le gouvernement va pas atteindre son objectif. On aura un peu indolent et qui ne pourra pas être productif. Raison pour laquelle nous, on invite le gouvernement à prendre les solutions qui viennent des consommateurs, notamment exonérer en TVA le pain. Parce que le Cameroun importe pour 900 000 tonnes en moyenne chaque année de farine de blé. Si on avait déjà anticipé en 2008, comme c'était le cas avec le Made in Cameroun qu'on brandissait au ministère du Commerce, c'est qu'aujourd'hui, à date, on aurait eu un pain 100% farine locale. Parce qu'il y a des personnes qui ont pensé ce projet en disant, la première année, si on fait avec des farines composées, 80% de farine de blé, 20% manioc ou patate, l'année qui suit, on diminue le pourcentage en farine de blé. In fine, en 5-10 ans, on aura un pain fait entièrement à base de farine locale, soit de manioc, soit de patate. Donc, c'est comme ça qu'on sortir de la blé dépendance. De la blé dépendance, parce qu'on a une économie extravertie. Quand il y a un choc exogène, c'est le consommateur camerounais qui le ressent directement. Donc, où est passé le Made in Cameroun? Où est passé Sodéblé? S'il n'y a même pas la Sodéblé, mais il fallait aussi penser à d'autres structures comme la Sodéblé. Parce que la Sodéblé, quand elle a été créée les années 70, elle avait pour vision de produire dans les 200 000 tonnes. Vous voyez que la demande actuelle, plus de 40 ans après, est de 900 000 tonnes. Si on avait multiplié les Sodéblé, on serait un pays exportateur de blé. Je rappelle que le plus grand pays producteur de blé, c'est la Chine. Mais la Chine n'arrive pas à exporter parce que la demande est plus forte que la production. La Russie produit en moyenne 60 millions de tonnes de blé par an, mais consomme 50% de ses productions, raison pour laquelle elle peut exporter l'excédent. Ce n'est pas le cas avec l'Inde, ce n'est pas le cas avec la Chine, raison pour laquelle toutes les économies africaines courent vers les pays comme l'Ukraine, la Russie pour importer du blé. Mais nous ne pouvons plus continuer sur ce modèle économique parce que c'est la fuite des capitaux. Parce que quand on consomme du blé, on donne le travail à qui? Aux agriculteurs russes, aux agriculteurs ukrainiens, aux agriculteurs français. Pourquoi ne pas penser une économie circulaire où les devises vont rester et l'emploi sera créé? Parce qu'aujourd'hui, il y aura des tensions sociales parce que les Camerounais n'arrivent plus à manger. Donc le président de la République, qui a été élu par le peuple, doit trouver donc des solutions. Il doit donner des directives, des hautes instructions à ces ministres-là pour que nous, au niveau de nos assiettes du panier de la ménagère, qu'on ne puisse pas être impacté parce que, comme on le dit,
ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, docteur Simon, aujourd'hui on parle. Et si on avait encore notre saut des blés, on ne serait pas en train d'évoquer tout ce qu'on évoque maintenant, cette blé dépendance Oui, c'est de la Russie. Je peux comprendre encore, et si on avait encore notre saut de blé. Mais ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que saut de blé est né en 1975 et il est mort en fin des 89. années 80. Donc, saut de blé également a connu, dans ce qu'on donne la naissance et l'amour, on comprend très rapidement que lui-même Il était avait déjà voué pour exister j'ai pas envie 14 ans seulement. J'ai pas envie de dire mort-né. C'était comme ça, le président Ahidjo, il a mis ça sur pied pour... Non, surtout 14 ans. même que le président Ahidjo, s'il faut bien qu'on retourne, on entre un peu dans cette histoire-là, avait été pratiquement déconseillé pour la construction de l'aménagement de ce projet-là. Il estimait, c'est vrai que sur le plan budgétaire, ça coûtait un peu beaucoup cher au niveau de l'importation du blé, et il s'était dit, il fallait qu'on construise la nôtre. Mais des experts avaient essayé, n'est-ce pas, de désorienter son conseil sur cette problématique, mais il a décidé, c'était une bonne chose. Mais malheureusement, j'ai pas envie de dire que la raison ou alors certains facteurs ont pris le dessus, parce qu'à la fin, on s'est rendu également compte qu'il y avait des problèmes structurels qui se sont posés au niveau de l'inadaptation du site, qui était également une problématique à résoudre, et la culture même du blé qui posait un problème réel sur la qualité sur le sol, parce qu'à la fin, on démontrait que cette culture impactait ou alors détruisait progressivement le sol. Et lorsqu'on parle de la destruction du sol, on voit très rapidement des nouvelles méthodes qu'il va falloir mettre en place, l'assolement, la jachère, l'irrigation et le drainage par exemple, s'il faut le faire. Donc en réalité, le saut de blé a été mis sur pied, a commencé à porter des fruits, a commencé à produire, mais malheureusement a connu beaucoup de difficultés, comme bien d'autres encore. Mais ça, à partir de juillet 2020, c'est ça qui devient intéressant. Vous l'aviez parlé par exemple de Ouassandé, il y a quand même eu 7 coopératives qui ont été accompagnés par un plan de développement qui a été mis sur pied pour accompagner les jeunes à partir des semences et de l'engrais pour favoriser, n'est-ce pas, la dite activité. D'ailleurs, même il y a une parcelle qui a été octroyée. Je crois que des parcelles ont été octroyées pour faciliter cette production locale-là au niveau des populations. Donc, je suis souvent un peu très gênée face à des situations comme celle-ci, que l'on déverse très rapidement. Heureusement, l'économiste a été clair là-dessus. Le président des consommateurs a été clair là-dessus, mais que le politique tente toujours de dire non, comme c'est pas moi qui suis au perchoir, alors c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. C'est pour ça que je tenais à lui rappeler qu'il y a des coopératives qui ont été mises sur pied, qui ont été investies. Il y a même et ça, c'est après la mort de Saut des blés. Oui, justement. C'est-à-dire pour dire que malgré malgré la mort de Saut des blés, l'État du Cameroun, ou alors le second président, s'est rendu compte que c'était d'une importance capitale. Il fallait trouver les moyens, n'est-ce pas, pour essayer de pallier à ces différents manquements-là. Tout à l'heure, l'économiste nous a sorti des petites stratégies qu'on pouvait mettre sur pied pour que le coût ne soit pas extrêmement difficile. Le président des consommateurs a également sorti des éléments. Mais je crois que si on entre aussi dans la production locale, si on revalorisait cette production locale, parce qu'à entendre les uns les autres, c'est comme ça n'existe pas, ça existe, mais ce qu'elle n'est pas suffisamment répandue. Moi, je connais, j'ai assisté lors de leur séminaire le 15 mars dernier, pour ne pas la citer, à la Vallée des Princes, une conférence où il y avait des expositions, où un entrepreneur camerounais était dans la culture, alors la fabrication du pain, des gâteaux, des tout, à base de la patate. Et je vous assure, c'était extrêmement fabuleux. Donc moi, je pense qu'il y a ce problème culturel également qui doit refaire surface, c'est-à-dire on essaie, si on estime que le blé est extrêmement coûteux et difficile et pénible, on commence à pencher vers d'autres cultures, comme le manioc, comme la patate. Une production industrielle de la patate. Pour obtenir le même produit qui est le pain. Ok. Voilà, Cheikh Ali, on en vient dans cette saut des blés. Oui. Vous avez suivi, docteur Simon, elle a semblé éviter le problème du management. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi le docteur Simon, c'est son rôle.
revenons à la jeunesse. Ahidjo était un homme d'État. Il connaissait les hommes avec leurs faiblesses. Il savait que quoi qu'on fasse, le Camerounais va toujours manger du pain. C'est culturel. Il sait que plus les années vont passer, plus les Camerounais vont devenir addicts au pain du blé. Mais seulement en tant qu'homme d'État et en tant que père de la nation, il était de son devoir de mettre le pain camerounais à l'abri des vicissitudes du monde extérieur. Et comme le docteur Simon l'a dit, beaucoup de gens lui ont dit non, inutile de faire des champs de blé, il suffit de construire des grandes minoteries, des moulins pour écraser le blé. Que c'était ça la solution. Il a dit non. Il ne faudrait pas qu'on soit dépendant de l'extérieur pour avoir notre blé. C'est comme ça qu'il implante donc Sodeblé. Le premier fournisseur de blé du Cameroun de l'époque était actionnaire dans le projet de Sodeblé. Mais Ahidjo savait que ça n'allait pas être une entreprise facile, puisque nous étions déjà habitués à manger du pain de blé, mais nous ne connaissions rien de la culture de blé. Il était donc question d'apprendre à faire la culture du blé, à cultiver le blé. C'est pour ça que les chiffres que vous avez cités, vous vous rendez compte que la production était en augmentation. Il fallait parvenir à une adéquation entre la nature du sol et la variété de blé qu'il fallait s'aimer. Par exemple, on a commencé d'abord à s'aimer par épandage par avion. On a vu que ça ne donnait pas. On a changé, on a fait l'épandage par voie mécanique au sol. On était perpétuellement en train d'expérimenter. Et ça allait. À tel point qu'à une année où la récolte était vraiment prometteuse, on a eu une erreur sur l'insecticide à utiliser et la récolte avait été quasiment toute détruite. Mais Ahidjo persévérait toujours. Quand je dis Ahidjo, le régime de l'époque, Ahidjo et ses ministres, puisque c'était des gens qui aimaient le pays à l'époque, ils y persévéraient. Ils aimaient le pays. On n'aime plus le pays maintenant. C'est jamais. Ne me faites pas dire ce que tout le monde sait. Toujours est-il que lorsque Ahidjo s'en va, celui qui avait l'œil toujours sur la bourse qui empêchait les vols n'est plus là. Et c'est là où le problème de management arrive. Oui. Déjà, c'était une culture pénible si on y consacrait tout l'argent qui était destiné. Maintenant, au lieu de consacrer même cet argent, on s'est mis à s'en mettre plein les poches. Et il y a un autre facteur. Des gens qui n'auraient jamais osé saboter un projet de cette envergure sous le règne de Ahidjo se sont mis à poignarder Sodeblé dans le dos. À telle enseigne que... Pour rappeler que Sodeblé, on va dire comme ça de manière triviale, meurt en 1989. En 89. Donc vous voulez dire que ça pouvait pas être, c'était pas imaginable avant 82? Avant 82, c'était absolument impossible que des propriétaires de bœufs se mettent à murmurer que non, c'est de la bonne terre pour le pâturage que l'État a confisqué pour faire des cultures de blé. Que de l'argent qui était destiné à faire la recherche, à essayer de déterminer quelle est la variété de blé qui pouvait convenir ici. Est-ce que vous pensez que sous le règne de Ahidjo, on aurait pris l'argent de la Sodeblé pour faire ce que vous venez de citer là? C'est-à-dire de donner des dons, des baptêmes, des voyages, de villégiature en France, en Europe, et ainsi de suite? Non. Vous savez, depuis, il faut reconnaître un mérite à Biya. De 82 jusqu'en 84, il essayait de pousser le pays en avant. À partir de 84, il s'est lavé les mains. Il s'est consacré uniquement à la conservation du pouvoir. Chacun s'est mis à se comporter... Parce que c'était menacé. Parce qu'il y a eu les tristes événements du 6 avril 84. Voilà. Vous à sa place et vous à sa place? La qualité d'un leader, c'est de savoir se sacrifier. Oui. Si aujourd'hui, et ça n'arrivera jamais, si jamais je devais avoir les destinées de ce pays entre mes mains, je prendrai les décisions qu'il faut, même si je dois y laisser ma vie. On ne va pas passer le temps à chanter les louanges de Sankara, de Kadhafi et autres, de Lumumba, qui ont sacrifié leur vie pour que nous disons que c'est impossible. Bon, c'était une parenthèse. Oui, mais toujours est-il que, lorsque la Sodeblé meurt,
Et le docteur Simon, je n'ai pas bien compris son raisonnement. Mais je me base sur les éléments clés, les éléments vérifiables qu'elle a dit. On s'est dit, et puisque à partir de 84-85, on a basculé dans le règne de la paresse. On ne va pas de l'avant, on se laisse aller, quitte à faire une régression. On s'est dit, mais pourquoi se donner tous ces efforts et tout, on n'a qu'à importer le blé. On a laissé tomber. 2020, on s'est dit, on peut recommencer. Pas qu'on peut, on doit recommencer. Oui. Parce que les citoyens lambda voient l'invasion de l'Ukraine au mois de février 2022. Mais en réalité, c'est depuis 2014 que tous les analystes politiques savaient que, inéluctablement, il y aura une confrontation militaire entre la Russie et l'Ukraine. À partir du moment où la Russie a commencé à accuser l'Ukraine de commettre des crimes, de nazifier le pays, à partir du moment où la Russie a dit qu'elle allait avoir besoin d'un espace vital pour protéger sa population, tous les analystes sérieux savaient que à 95%, on allait entrer en guerre. Ou du moins, il y aurait la guerre là-bas. Et une fois qu'il y aurait la guerre là-bas, on va se retrouver avec une hausse du prix du blé. Et c'est pour ça qu'en 2020, ils sont venus vouloir reconstruire ce que eux-mêmes ont laissé détruire. Que le docteur Simon me dise aujourd'hui que Ouassane n'était pas adapté pour le blé, que c'était une mauvaise décision. Elle n'a pas dit qu'Aïdjola a fait de mauvaise foi, mais c'était une mauvaise décision. Et là, il a été mal conseillé, c'est ce que... Oui, que la décision n'était pas viable. Oui. Que le bébé n'était pas viable, que c'est un éléphant blanc. C'est l'expression qui était utilisée après le départ d'Aïdjo pour justifier tous les échecs. Mais comment pouvez-vous justifier qu'en 85-89, vous tuez la Sodeblé en nous disant que ce n'était pas viable? Et aujourd'hui, en 2020, vous dites que vous voulez remettre Sodeblé. J'ai lu exactement le même article que le docteur Simon. On a pris 7 coopératives en disant qu'ils vont relancer la filière du blé. On ne leur a pas donné les 1 millième du matériel et des moyens qui avaient été alloués à Sodeblé. Comme le docteur l'a dit, il est économiste. Sur ce point, l'aspect que je veux soulever, je le maîtrise un peu. La sélection des semences. Si depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, l'État avait misé sur les semences, comme on dit, jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que le ministère de l'Agriculture est obligé d'importer des semences améliorées au Cameroun. Alors que nous avons les IRD, on a l'IRAD, on a le ministère de l'Agriculture, on a le ministère de l'Enseignement supérieur et tout et tout. Mais en l'innovation. En 2020, l'IRAD qui accompagne cette partie-là dans les activités. Il y a l'État qui soutient cette initiative comme la corde soutient le pendu, docteur. Parce que ce n'est pas en 2020, lorsque vous vous rendez compte que, quel que soit lambda, parce qu'en 2020, c'était plus à 95% sûr. En 2020, on était sûr à 100% que l'armée russe allait envahir le territoire ukrainien et qu'il y aurait hausse du prix du blé. Et c'est là où, dans la précipitation, on vient mettre un pansement sur une plaie qui est déjà gangrénée. Voilà. Si vous me permettez vraiment une très petite seconde, moi je n'ai pas envie d'insulter tout un peuple, mais je voudrais qu'on observe les choses très clairement. Il vous souligne une situation, mais lorsqu'il parle de ce pansement, je dis, ce qu'il oublie de vous dire, c'est que le blé entre même dans la culture alimentaire du septentrion. C'est-à-dire qu'au-delà de l'agriculture industrielle qui doit avoir besoin, nécessiter des moyens, traditionnellement même, il la pratique, cette agriculture-là. Et maintenant, on a parlé de l'IRAD et d'autres, même le Minader, qui accompagnent, alors qui demandent aux agriculteurs de s'associer en GIC pour pouvoir solliciter de l'aide de X ou de Y. Donc, je ne voudrais pas qu'à un moment, des gens refusent de mener des actions et puis pour se lever facilement sur un plateau et vous dire que non, il y a un régime qui a dormi et pour venir faire un pansement. Non.
il y a des programmes d'accompagnement qui sont régulièrement lancés pour la production du blé, surtout dans cette partie septentrionale. Parce que de manière générale, même, c'est une culture purement, je ne veux pas dire propre, c'est un aliment propre à leur culture. C'est-à-dire, nous ne la consommons que sous forme de pain, mais je crois que chez eux, ils la consomment pratiquement sur toutes les formes. Non, comment vous dites non? Vous pouvez dire non. Ils la consomment pratiquement sur tous les fonds. Donc, je ne voudrais pas continuer sur l'État. Ne confondez pas le blé avec le mil, docteur. Non, je ne suis pas en train de parler du mil. Je sais de quoi je parle. Ils la consomment sur toutes les formes. Donc, il y a des projets d'accompagnement. Vous parlez de quel peuple? Qui sont... Je parle du septentrion. Oui. Je sais pas, parce que la zone déjà est adaptée et ça ne pouvait pas exclure qu'ils s'associent, les agriculteurs s'associent en groupe et demandent l'accompagnement de l'État pour mener des actions, comme cette coopérative qui ont été accompagnées avec des semences et de l'engrais pour le faire. Pourquoi on nous parle aujourd'hui de pansement? Je crois que c'est un peu... Docteur Kouchou, cette idée du président Ahidjo mettre sur pied la Sodéblé, qui n'a tenu que 14 ans, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, comme vous avez suivi, depuis 2020, on essaye de relancer un peu la filière. Est-ce que si la Sodéblé était encore, on devait vivre ce que nous vivons à l'heure actuelle? Mais, écoutez, je pense que pour qu'un secteur puisse réussir, surtout un secteur aussi clé que l'agriculture ou la nourriture ou la production de quoi nourrir un peuple, il faut créer suffisamment de compétition. Encore une fois de plus, je pense qu'une solution clé à ce problème serait de se concentrer sur les étudiants qui sortent des écoles de nos agricultures afin qu'on puisse mettre à la disposition de ces étudiants-là les financements. Vous savez que beaucoup de nos banques sont en surliquidité et beaucoup de nos banques, pour donner du prêt aux gens, ou particulièrement aux entreprises, demandent des garanties, généralement sous forme de titre foncier. Parce que ces étudiants n'ont pas de garantie, il est temps qu'on puisse les faire confiance, parce que c'est un secteur porteur, il y a la demande de nourriture, et que l'État peut mettre à la disposition, comme je disais. Vous demandez de faire confiance aux jeunes qui donnent des crédits. Je parle des diplômés des étudiants, d'écoles d'agriculture du Cameroun. L'État peut mettre à la disposition à la sortie, ces ingénieurs d'agriculture, les terrains, et les banques en surliquidité peuvent mettre des financements. Pourquoi je dis que c'est la solution? C'est que parce que quand il y a compétition, vous voyez, la compétition a ça de magique que ça tire les prix vers le bas et ça améliore la qualité. Vous savez, les consommateurs camerounais sont de plus en plus friands de qualité. Ils ne veulent plus seulement consommer du pain, ils veulent consommer du pain de meilleure qualité. Ils ne veulent plus seulement consommer de la nourriture, ils veulent seulement consommer de la nourriture de meilleure qualité. La solution, c'est la compétition ou la concurrence. Ça veut dire l'État crée un environnement qui favorise la compétition. Et le secteur privé, parce que l'État ne peut pas tout faire, au centre de l'économie, devrait être l'entrepreneur camerounais. C'est pour ça que je pense que le secteur privé ou les banques en surliquidité devraient pouvoir donner du crédit à ces étudiants-là lorsqu'ils obtiennent peut-être des terrains de l'État, afin de pouvoir produire autant de blé, particulièrement dans la région du septentrion de l'Adamawa. La deuxième solution que je pense comme ça serait aussi au niveau des graines, comme j'ai déjà mentionné tantôt, mais je le mentionne encore parce que c'est tellement important, peut-être pour qu'on me comprenne un peu bien, c'est que si vous voulez développer le secteur de l'agriculture dans un pays, il faudrait créer un marché des graines, des semences. Un marché large, grand, uniquement consacré aux semences, des produits que nous on veut développer et aussi des semences, des produits clés de notre économie. Quand vous créez un marché des semences, ça crée encore une fois de plus, comme je le disais tantôt, les vertus de la compétition. Je sais que je me répète un peu, mais c'est très important pour moi qu'on me comprenne. Les vertus de la compétition, ça fait que les semences seront présélectionnées automatiquement par rapport à la compétition, puisque les agriculteurs viendront vers les meilleures semences l'année prochaine, l'année qui suit. Ce qui fait que la compétition va faire que les Camerounais puissent produire beaucoup et encore. Et pour conclure, je pense qu'il faudrait aussi comprendre que pour développer une économie, forcément, il faudrait investir dans le secteur de l'énergie, qui est un secteur de transformation, pas seulement produire les biens, parce que comme vous le savez, au Cameroun, beaucoup de nos produits périssent dans les champs. Je tiens à le mentionner, c'est pour ça que je lis avec l'énergie. Et pour favoriser, pour régler ce problème, du fait que beaucoup de nos récoltes qu'on produit au Cameroun périssent dans les champs, et même le blé, j'en suis sûr. Le fameux projet Sodencam qui est... il faudrait, goudronner les routes, afin de pouvoir retirer ces produits facilement, et deux,
augmenter la production d'électricité. Ce que le Cameroun fait déjà, je pense, dans le budget de 2020, je pense que le ministère de l'Énergie, le budget a été multiplié, a été augmenté par plus de 56 milliards, si je me trompe. Donc, mais je pense que concrètement sur le terrain, on devrait voir cela, que l'énergie est à la disposition des entreprises, parce que quand on coupe de la lumière, ça fait que les entreprises, la productivité baisse. Vous comprenez? Okay. Donc, il y a les évidences qui montrent que $1 que vous investissez dans le secteur de l'énergie d'un pays de l'Afrique subsaharienne comme le Cameroun peut contribuer à $15 dans l'économie. Vous comprenez la puissance d'investir dans l'énergie. Afin que ces blés-là, on puisse les transformer, les conserver facilement. Et la route, ça fait qu'on puisse évacuer les produits facilement. Donc, il y a la compétition qu'il faut se concentrer, créer un environnement de compétition, et je parle encore, concentrer sur les étudiants d'agriculture, les donner des moyens de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Oui. Voilà, c'est eux qui devraient être des grands. Ils sont beaucoup plus dans les bureaux maintenant. Non, surtout que le Cameroun, sans vous couper, à de très grandes écoles. On a juste une à côté. On a de très grandes écoles d'ingénieurs en agriculture. Je pense que le problème, en fait, c'est que, je vais vous dire où est le problème. Je le disais tantôt, au centre de l'économie d'un pays qui veut se développer, qui veut créer des emplois où il n'y a plus, le taux de chômage est faible, il faut que l'entrepreneur soit au centre de l'économie, non le gouvernement. L'entrepreneur, voyez-vous. Maintenant, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé de ce truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que c'est les prêts, les banques au Cameroun, quand ils veulent faire du crédit aux entrepreneurs, ils veulent des garanties. Oui. Or, le taux de pénétration bancaire est de 20%. S'ils veulent du garantie, ils ne vont pas donner du crédit à beaucoup de ces entrepreneurs qui sont là dehors, qui font du chiffre d'affaires, qui ont des business, qui font du chiffre d'affaires, des activités, tout, mais ils n'ont pas peuvent avoir accès au crédit parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc, trouver un moyen de donner du crédit à ces étudiants d'agriculture serait la solution, ou une solution très importante à ce problème. Voilà, Alphonse, on va terminer avec vous sur cette première partie. Les prix ont augmenté, mais c'est comme si la pilule ne dérange personne. Non, mais la pilule est amère pour nous les consommateurs. On n'entend pas des gens se plaindre. La pilule est amère pour nous les consommateurs. C'est pourquoi le gouvernement avait prévu même des organismes pour réguler cela. Où est la MIRAP, la mission de régulation et d'approvisionnement en produits de grande consommation? Où est-elle passée pour maintenant faire en sorte que les consommateurs puissent amortir ce choc? Voilà, on va revenir après le journal parce que dans un instant, ce sera le 20h de Cédric Noufelet. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie.